Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, salut Big Rusty. On va parler de Conor McGregor, de Nate Diaz et de ce qui se passe actuellement, puisque oui, Conor McGregor serait en conflit, en tout cas dans des négociations âpres avec l'UFC quant à la situation de son contrat et de son retour, parce que Conor McGregor, ça ne vous a pas échappé, ne sera pas de la carte de l'UFC 300, toujours pas de date de retour officielle, et puis on voit que Dana White, qui d'habitude a été dithyrambique quant à l'Irlandais, là il est en mode on sait pas, il est très riche, on va voir ce qui va se passer, et Nate Diaz qui a expliqué un peu ce que faisait l'UFC, puisque Conor McGregor, il ne lui reste plus que 2 combats sur son contrat UFC. Il l'a même dit, Conor McGregor, lors de la conférence de presse organisée pour la sortie de son film Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. Bref, Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Conor McGregor, Big Rusty, il ne lui reste plus que 2 combats sur son contrat UFC, et donc depuis, c'était d'abord une rumeur, puis confirmé par Conor McGregor, et avec tout ça, en fait, on comprend tout simplement pourquoi l'UFC n'a pas envie de le faire combattre, et donc il y a Nate Diaz qui a tweeté hier: j'étais dans la même situation pendant des années avant même que Conor n'arrive. Ils veulent, donc l'UFC, ils veulent que tu meurs avant de te libérer de ces contrats. C'est à toi de faire quelque chose pour t'en sortir. Personne ne va t'aider à part toi-même. Libérer Conor. Et Conor a répondu: haha, mon frère, my brother. La rivalité emblématique doit finir par être réglée. Bref, donc Big Rusty, quel est ton point de vue sur la question ? Il a dit dans une autre interview aussi qu'il manquait de motivation parce qu'on lui avait fait miroiter différentes dates de retour et puis qu'en fait c'est repoussé et que du coup il n'avait plus de motivation et que en gros c'est ça qui l'a fait tomber à moitié dans l'alcool. Enfin c'est ce qu'il dit quasiment à demi-mot. Il dit du coup tu recommences à boire machin. Donc ce que j'en pense c'est simplement que oui. On le sait, c'est simplement que voilà, maintenant Conor commence à dire que effectivement c'est probablement l'UFC qui le maintient un peu hors des cages, mais tout le reste c'était entre guillemets du déjà vu. Sous perfusion, Big Rusty. Mm, mm. Et par rapport à ça, Big Rusty, moi ce que je voulais ajouter... Attends, ouais, ça y est, vous me voyez. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est quelque chose qui arrive assez souvent, et c'est ce que Big Rusty a dit là, c'est à part quand l'UFC veut que vous partiez, vous êtes toujours bloqué avec l'UFC. On en avait parlé avec Big Rusty en off, c'est par exemple la situation qui s'est passée là avec José Aldo, où il semblerait, puisque toujours pas confirmé, on va laisser le principal intéressé parler de ça, mais José Aldo, si vous vous souvenez, il avait pris sa retraite et il avait des ambitions en boxe anglaise, et là on le voit revenir un peu à la surprise générale à l'UFC 301 à Rio. Il y a pas, enfin c'est vraiment sorti de nulle part, mais parce que selon toute vraisemblance, il ne reste plus qu'un combat sur le contrat de José Aldo avant de pouvoir être libre et de pouvoir faire ce qu'il souhaite, parce que le vrai nerf de la guerre là, c'est pas à quel point Conor va être payé, parce que vous inquiétez pas pour lui, ça va être très très bien quand il va faire son retour, mais c'est juste que l'UFC, quand vous êtes sous contrat avec eux, tout ce que vous faites, l'UFC est lié à ça, et donc vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations, comme le fait Francis par exemple, avec le contrat qu'il a avec le PFL, qui lui permet de, quand il fait de la boxe, il récupère toute l'oseille, et c'est lui qui gère ça comme bon lui semble. Avec l'UFC, comme ce qui s'était passé pour Conor contre Mayweather, certes ça avait été très lucratif, mais très lucratif également pour l'UFC, parce qu'ils étaient copromoteurs, en tout cas partenaires de Conor McGregor sur l'événement. Et est-ce qu'il n'y a pas un délire aussi par rapport à l'image et le nom? Alors il y avait eu le truc du surnom parce qu'il voulait appeler son whisky Notorious, mais même si tu veux faire des films, je crois que t'es dépendant d'eux. Alors oui, alors ça je sais pas, parce que ça pour le coup, je sais que c'est avec la WWE, il y a ça où en gros par exemple Dwayne Johnson là qui est au board maintenant des géants du groupe TKO. En gros, il a récupéré la propriété du surnom The Rock, qui appartenait à la WWE. Donc pour la WWE, je suis sûr. Pour Conor, oui, je crois que c'était donc pour son whisky à la base, il voulait appeler ça Notorious. Finalement, il ne pouvait pas parce qu'il y avait l'UFC qui était dans le truc, et donc finalement, il a appelé ça Proper 12. Mais je crois que quand même, ça me paraît être un peu dur que les mecs soient même pas propriétaires de leur nom et prénom, tu vois. Pas nom et prénom, mais image. Parce que moi, alors je sais plus, mais tu sais, par exemple, Ronda Rousey qui va faire Expandables, Quinton Jackson, etc., qui font des films. Ça, je sais pas. Je sais pas si l'UFC a son mot à dire là-dessus, mais ce serait intéressant, effectivement, d'aller voir à quel point est-ce qu'ils sont maîtres de ton image, parce que on sait que c'est vraiment, effectivement, jusqu'à ce niveau-là, potentiellement, quoi.
Pour ça, non, je suis même quasi sûr. À chaque fois, ils sont partenaires l'UFC, mais dans le sens partenaire, genre par exemple le film qui sort avec Conor McGregor, là en gros il y a des scènes qui ont été tournées pendant l'UFC, et donc à chaque fois c'est juste un partenaire promotionnel. Mais tu vois, par exemple quand il y a Luke Rockhold qui fait ses campagnes Polo Ralph Lauren et tout ça, il est, enfin l'UFC a rien à voir là-dedans. Donc je pense que c'est vraiment une question avec le surnom plus de l'UFC, mais en gros le nerf de la guerre, c'est vraiment de pouvoir pour Conor McGregor faire ce qu'il veut, parce qu'il a expliqué aussi que lui son objectif Big Rusty c'est de donc il avait dit quoi Chandler le 29 juin, septembre Nate Diaz pour la fameuse soirée mexicaine où Dana White a dit non ça n'arrivera pas, ce qui est dommage parce que c'est à la Sphère, c'est à Las Vegas, c'est un pay-per-view donc littéralement ce serait génial quoi. Et, et c'était même trop drôle parce que quand le journaliste lui dit Nate Diaz, il fait Nate Diaz, Nate Diaz, quand même, Mexicain. Il est mexicain. Et donc donc du coup, Dana White n'est pas du tout chaud pour ça. Et ensuite, à la fin de l'année, pour Conor, et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de soucis avec l'UFC, c'est le fameux combat avec Manny Pacquiao. Parce que là, ce sera en boxe anglaise et ça fait genre, je sais pas, 3 piges que l'UFC, que le camp Conor McGregor veut mettre en place ce combat-là. Et forcément, Conor, après avoir laissé, je crois que c'est Dana White qui a expliqué, c'était soit Dana White ou soit il y avait eu des journalistes qui avaient parlé justement de l'oseille que s'était fait l'UFC avec le combat de McGregor contre Mayweather. En gros, il s'était fait entre 70 et 80 millions de dollars, ce qui représente un pay-per-view avec John Jones, si vous voulez. Donc autant vous dire qu'ils étaient très contents, mais Conor, je pense qu'il s'est dit, bon, peut-être que j'aurais pu garder ça pour moi aussi. Donc, évidemment, le truc, c'est de pouvoir récupérer l'argent, enfin, de pouvoir être complètement indépendant parce qu'ils veulent faire. Mais là où ça change, et c'était notre discussion avec Big Rusty en off aujourd'hui, c'est que pour l'UFC, c'est tellement important d'avoir, parce que là on s'est mis du point de vue de Conor McGregor et des combattants, mais c'est vrai que du point de vue de l'UFC, c'est tellement important d'avoir un Conor McGregor, parce que on sait même pas quelle est la valeur de Conor McGregor pour l'UFC. On se souvient quand Conor avait justement, quand l'UFC s'était revendu et ensuite quand il y avait eu le deal ESPN, Conor McGregor lui se vantait que c'était grâce à lui qu'il y avait eu ces deals. Mais c'est vrai que Big Rusty, pour l'UFC, avoir un Conor McGregor, et même que Conor parte, ce serait terrible. Et même s'il ne combat pas, j'ai envie de dire. C'est la discussion qu'on avait hier soir en fait. C'était moi j'étais en mode mais je comprends plus en fait maintenant, je comprends plus parce qu'on a tout dit déjà sur Conor McGregor, la situation, on en a fait des podcasts entiers, mais en fait maintenant moi ce que je me demandais, et on en avait discussion hier, c'est mais du coup, est-ce que l'UFC là n'aurait pas quand même maintenant intérêt donc s'ils peuvent pas le lâcher, vraisemblablement ce qu'ils ne feront jamais parce que ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un Conor McGregor qui va remplir un stade parce que le PFL fait des shows qui sont adaptés à chaque pays maintenant beaucoup mieux que l'UFC, etc. Donc ils peuvent pas se permettre de lâcher Conor, d'accord, ça c'est bon, c'est réglé. Mais du coup, est-ce que ça vaut quand même pas le coup de le payer plus? Ils arriveront toujours à faire du profit sur Conor McGregor, même s'ils font une exception avec lui en le payant beaucoup plus que personne n'a jamais été payé. Et comme ça, tout le monde est content parce que Conor y revient. Il est payé 4 fois plus que ce qu'il a été payé la dernière fois. Les fans sont contents, Conor est content, ça fait de l'argent. Et même si du coup l'UFC paye plus Conor et donc fait un peu moins de profit, ils en font quand même. Et ça crée des événements de légende. Et en fait, maintenant, c'est juste que je ne comprends plus du coup l'intérêt, s'ils ne le lâchent pas, à juste pas faire exception pour Conor parce que sinon un bien pour lequel ils peuvent le faire, c'est lui. Et on avance enfin, quoi. Ah mais et c'est ce qu'on s'était dit hier, mais aussi pour moi c'est pas du tout financier parce que Conor là quand il va revenir, l'UFC vont le mettre très bien. C'est juste que ils veulent pas, et je peux comprendre l'UFC que parce que là Conor il parle quand même de Pacquiao, il commence à répondre aussi à KSI, au Jake Paul, aux mecs comme ça. Donc je pense que l'UFC ils se disent le problème d'un gars comme Conor, c'est si on le laisse faire tous ces trucs là en termes d'image, c'est imagine il se fait face planter par Jake Paul. Ouais. Non mais c'est pour ça. Tu vois, ils peuvent pas le laisser faire, mais en fait, je me dis maintenant, donc, ok, c'est pas une question d'argent nécessairement, c'est juste qu'ils peuvent pas se permettre de laisser Conor McGregor vagabonder, etc., et faire des trucs avec son image, mais ne pas l'utiliser, ça me semble maintenant contre-productif aussi, en fait, pour eux. C'est ça que je comprends pas trop. Sauf que ils ne veulent pas l'utiliser tant que le gars n'a pas signé. Parce que imagine dans le meilleur des mondes, ce qui est aujourd'hui improbable, vous le savez, on en a déjà parlé de Conor McGregor sportivement aujourd'hui, où c'est peut-être qu'il est plus à la hauteur de ses ambitions, mais imagine, il fait ses 2 combats, il gagne les 2. Pour l'UFC, c'est un peu comme Nate Diaz, tu vois. À la base, le plan de l'UFC, c'était faire Nate Diaz contre Khamzat, qui se fasse
exterminé littéralement, et qu'ensuite bon courage pour essayer de vendre un combat. Sauf que finalement Ramzat manque le poids, Ned Diaz se retrouve face à Tony Ferguson, il soumet Tony Ferguson et en soi il sauve un peu la carte mine de rien Ned Diaz. Donc clairement le gars il s'en va dans une situation superbe pour lui, il fait son combat contre Jake Paul où oui il perd mais il fait n'importe quoi, là il a le combat contre Masvidal et selon toute vraisemblance il a l'air toujours d'être plus ou moins en bon terme avec l'UFC, donc peut-être qu'à un moment donné il reviendra. Mais et pour Conor, tu vois, s'il fait 2 victoires consécutives et ensuite il part, c'est pour ça qu'ils peuvent, je pense qu'ils sont dans une situation comme, et c'est ce qu'on s'était dit aussi, comme avec John Jones, où tu préfères te priver de ce gars-là pendant 3 ans, alors que John Jones, vous avez vu les chiffres monstrueux qu'il a fait quand il est revenu, tu préfères te priver d'un gars comme ça pendant 3 ans, tu préfères que Masvidal, à la base, il avait pas le title shot, c'était Gilbert Burns qui devait l'avoir sur la Fight Island, alors que le gars, il avait une hype qui était comme ça, tu préfères te priver de ces gars-là, plutôt que de te dire, ils vont partir avec une hype qui n'aura aucun sens et de l'oseille qu'on va forcément perdre. Ou même, et on en parlait aussi, et c'est pour moi l'un des plus gros gâchis, c'est Georges Saint-Pierre qui avait dit quand même, le gars, quand il est revenu en 2017 donc contre Bisping, normalement il aurait dû revenir, c'était 1 ou 2 ans avant, mais à cause des négociations avec l'UFC ça fait pas fait. Donc tu perds 2 ans, peut-être pas de prime Georges Saint-Pierre, mais Georges Saint-Pierre qui est toujours dans ses très bonnes années, et ensuite il voulait revenir et ça ne l'a pas fait pour le combat contre Khabib où... Bon, je pense pas que ça aurait battu les records de McGregor contre Khabib ni même McGregor Poirier, mais ça aurait été, je pense que ça aurait été une dinguerie aussi, tu vois. Donc tu t'es privé quand même de John Jones et Georges Saint-Pierre qui sont unanimement, enfin quasi unanimement à part 2-3 mecs qui disent Demetrius Johnson, mais considérés comme les plus grands de leur sport, et t'aurais fait tellement d'oseille, mais parce que tu te dis il y a trop de risques que les gars partent dans soit une autre organisation ou soit se disent on va faire d'autres choses parce que et Big Rusty, oui, notre discussion d'ailleurs, je pars en monologue, je suis vraiment désolé et je te lance là-dessus. T'inquiète, vas-y hein. C'est hier genre parce que souvent en fait l'avantage d'avoir un ami comme Big Rusty, c'est vous lui parlez même pendant pendant 2-3 minutes et puis ensuite tout le reste de votre soirée, vous repensez à vos discussions parce qu'il a réussi à allumer 2-3 lumières en gros. Et, oui. Je me disais en fait par rapport à Georges Saint-Pierre et tout ce qui se passe avec l'UFC, c'est que est-ce que l'UFC, ils sont pas en train de voir ce qui se passe avec le PFL et de se dire, je veux dire, le PFL aujourd'hui, quand il y a eu le combat avec Cédric Doumbé, personne me parlait du PFL. Tout le monde disait Cédric Doumbé, Baki. Et qu'en gros, là, on est en train d'entrer, et j'ai cette impression-là où, et même la carte, hein, elle était pas folle, la carte du PFL, vers une ère où tu n'as plus besoin des ligues. Enfin, le Baki Doumbé, enfin, il y a jamais personne dans les combattants qui a dit waouh, on est au PFL, c'est une super ligue, c'est machin. Tout le monde est là pour l'oseille. Tout le monde a regardé le combat pour le combat et pas parce que c'est écrit PFL. Et ça a battu tous les records. Et l'UFC qui analyse, ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe, est-ce qu'ils ont pas cette peur, parce que quand même ils ont énormément d'avance, mais de se dire, on entre dans cette phase où les combattants commencent à être plus grands que les organisations, et c'est pour ça qu'il y a aussi tout le procès avec l'UFC, avec le salaire et toutes ces choses-là. Big Rusty. C'est vrai que de toute façon, c'est un peu ce qui avait transparu quand il y a eu un moment donné, c'était il y a quelques années, où vraiment on se posait la question de savoir si Conor était plus gros que l'UFC. Ça commençait à être un peu un concours de pisse entre les deux, et c'était, je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était au moment justement de Mayweather-McGregor peut-être, et vraiment on se demandait. Et il y a toujours eu ce truc de Dana White qui se met d'abord en avant plus que les combattants, que ce soit Dana White looking for a fight, que ce soit même dans les Ultimate Fighter où il restait toujours quelqu'un d'important, toujours un second rôle mais important dans le film, etc. Et tout ça a additionné au fait que maintenant, très clairement, l'UFC décide de ne pas tirer profit des occasions qu'ils ont de faire des gros événements avec des gros noms. Tout ça converge vers le fait que ça fait des années déjà maintenant, probablement peut-être depuis McGregor Mayweather, mais que l'UFC sait que leur ligne de conduite, sinon c'est le début de la fin pour eux, c'est effectivement de ne jamais préparer le terrain pour que quelqu'un puisse avoir un levier sur eux. Donc en gros, c'est toujours eux qui sont maîtres de tout en ce qui concerne l'importance de l'UFC. C'est la marque UFC d'abord. Tout Sean O'Malley qu'il soit, tout John Jones qu'il soit, tout Conor qu'il soit, ce ne sont que des pions dans l'UFC qui n'a besoin de personne. Et c'est vrai que là, quand ils voient le PFL, probablement que ça les conforte dans cette idée, parce que typiquement là, effectivement, l'UFC qui doit analyser la situation Baki Doumbé avec le fait que là, Baki a vraiment des leviers, que
Cédric Doumbé maintenant, bah, il pourrait continuer à aller chercher le titre sur Jason Jackson, mais quand même ça la fout un peu mal, etc. Bah, c'est vrai que du coup, ils se rendent compte que bon, bah, le PFL sont dans une situation où ils vont avoir probablement tout intérêt à rincer Baki au maximum, mais du coup, ça lui donne des leviers, etc. Bah, ça ne rend pas l'idée des one-shot, l'idée des copromotions et l'idée de travailler avec d'autres orgas pour faire des trucs qui marquent l'histoire. Ça leur rend pas l'idée plus bandante, je pense, bien au contraire. Malgré le succès de Bakinoube, eux, ce qu'ils voient, c'est la méta. Et la méta, c'est, ah ouais, merde, ça a créé un événement de malade comme nous, on n'en crée pas quand on va dans les 10 pays, enfin, les 10 DITS. Mais, ben, par contre, effectivement, une fois que ce truc-là est passé, donc profit court terme, le truc à moyen long terme, c'est, ah ouais, tu fous ton organisation un petit peu dans une situation compromettante. Donc, bah, c'est clair que tout ça rassemblé, je sais pas quel impact aura la fameuse, tu sais, bah, l'affaire des combattants qui sont en train de traîner en justice l'UFC. Mais si ça n'aboutit pas, bon bah voilà, on est reparti pour probablement encore au minimum 5 ou 10 Mhm. ans de l'UFC qui gère tout ça de main de fer et de main de maître. Les combattants n'ont pas leur mot à dire et peut-être ce jusqu'à ce que comme les fans n'ont pas leur ce qu'ils recherchent, non pas, par exemple, là, on va avoir 4 semaines d'UFC où il y a rien qui nous intéresse nécessairement. Il y a plein d'occasions manquées avec les frères Diaz, la sphère, tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, comme là, Hollywood Walk, etc., qui commence à saouler les gens, ça ne marche plus, ça ne fait plus d'entrée. Peut-être qu'à un moment donné, le fait de ne pas donner aux fans ce qu'ils veulent de la part de l'UFC leur reviendra en revers de médaille. Mais à part ça, là, tout de suite, non, bah, Mais l'UFC, j'imagine, a raison froidement de faire ce qu'ils font, j'imagine. Hein. et c'est exactement ça, Big Rusty. Et peut-être, sûrement, ce sera le mot de la fin. Et je partage ton avis. En fait, la seule réponse qu'il y aura, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que l'UFC là, ils sont quand même à quelques croisées des chemins parce qu'il y a cet énorme procès qui, je crois que s'ils le perdent, ça leur coûterait plus d'1 milliard. T'as ça, t'as les droits TV aussi, et là c'est avec Biosty quasiment tous les week-ends on se dit, t'as la place d'ESPN qui paye 300 millions par an. Bon, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont remplacé? Brendan Allen, donc il devait y avoir Brendan Allen, Marvin Vettori. Curtis. Voilà, finalement on a Brendan Allen qui est sorti son main event. Bref, voilà, autant vous dire que vous êtes ESPN là, je crois que l'équivalent des cartes c'est à chaque fois 15 ou 20 millions, tu fais un petit peu la gueule. Donc et l'UFC espère en plus avec ces nouveaux droits TV là qu'ils renégocient où ils veulent la priorité c'est ESPN mais il y aurait peut-être Netflix, il y aurait peut-être d'autres trucs. Enfin bref, l'objectif c'est de faire plus d'oseille. Donc est-ce qu'ils vont réussir ça? Est-ce que le procès va bien se passer? Et est-ce que en termes de pay-per-view, en termes de vente de billets, est-ce que ça va suivre aussi? Pour l'instant, comme l'a dit Big Rossi, tous les voyants sont au vert, mais ça m'étonne. Je veux dire là par exemple, on n'a pas parlé, on n'a pas fait de podcast dédié parce que ça ne mérite pas un podcast dédié, mais quand avec Migration, on s'est envoyé le main event de l'UFC 300 pour le grand retour de l'UFC au Brésil en main event. On aura Monsieur Pantoja contre Steve Erceg qui est classé numéro 10 dans la catégorie flyweight de l'UFC. Je pense que on va pas se mentir hein, et n'hésitez pas à dire en commentaire qui connaissait ce gars-là avant l'officialisation. Quand vous regardez le classement, ça a évidemment du sens parce que aucun des mecs n'était dispo. Mais ça vous montre quand même que là, l'UFC sont se dit oh putain, qu'est-ce qu'on peut trouver? Et même là, le fait que José Aldo, ils arrivent à le sortir de, c'est pareil, c'est encore un truc qui fait très bon. Ok, on a une salle de 20 000 places. Comment on fait pour que des gens viennent? Ce qui est, Ouais. s'ils battent leur corps de billetterie, encore une fois, on dira bon bah voilà, on a eu tort, ils ont mené une très bonne stratégie. Évidemment, c'est une boîte qui pèse des milliards l'UFC, mais c'est pas des signaux où tu te dis waouh c'est très stylé. Je veux dire, le BSD d'Austin Poirier, ils ont battu des records en billetterie, mais il était pas annoncé au début de l'UFC 299. T'as eu quand même ce truc de bon allez, là on va remettre un petit coup sur d'accélérateur autour de l'event. Ouais. Donc bon, je sais pas si t'as un truc à ajouter sur le main event flyweight parce que qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai pas le message, mais t'étais hypé toi par ce main event. Non, c'est une horreur. Mais après, en fait, c'est une horreur. Techniquement, c'est un bon combat parce que j'aime bien Steve Erceg en plus, même en termes de personnalité, Mhm. même son style de combat, il est cool et c'est juste que en termes de main event d'un UFC numéroté au Brésil en plus, Bah où oui. t'es censé vraiment faire plaisir et où ils étaient censés à la base avoir merde Alex Pereira, sauf qu'ils ont entre guillemets un peu été pris à leur propre jeu de ne pas avoir justement de n'avoir personne pour l'UFC 300, donc ils ont été obligés de changer leur plan et donc ils se retrouvent un peu bredouilles pour l'UFC 301.
Mais à part le fait que c'est un combat qui techniquement va être cool, jamais dans aucun univers je me lève la nuit pour regarder Steve Erceg contre Pantoja, malgré tout le respect que j'ai pour eux en tant que combattants. Et donc non, c'est Ah non, mais c'est faut comme. juste voir à partir de quel moment en fait ça commencera à saouler les fans. Ah. Mais est-ce que ça saoulera les fans? Parce que finalement maintenant ceux qui vont peut-être regarder c'est ceux qui sont à moitié fans, qui connaissent le produit UFC et qui connaissent peut-être pas les têtes d'affiche et du coup peut-être que ça se trouve l'UFC maintenant ils ont franchi ce palier qu'ils Et ont c'est quasiment ça. stars comme on l'avait dit. Et ça reste une attraction aussi, parce que en soi, quand j'y repense, l'UFC Paris 2 a battu les records de l'UFC Paris 1, qui était déjà un record historique de billetterie pour Bercy, sauf que l'UFC Paris 2, le main event, c'est Cyril contre Sergei Spivak, qui est beaucoup moins hypant que Cyril contre Tai Tuivasa, qui était déjà, si vous vous souvenez des premiers retours qu'il y avait eu, les gens ils étaient quand même assez déçus. Pourtant, l'UFC a fait plus de sous parce que t'as aussi ce côté, et c'est ce qui est triste, mais qui fait que l'UFC bat des records. Comme ils viennent qu'une seule fois par an, si t'es fan de MMA, bah forcément, tu sais que c'est soit cette année, soit t'attends encore un peu, t'as quand même des combattants que t'as envie de voir, t'as les Français qui sont présents, donc forcément tu vas acheter ton billet. Mais on va voir jusqu'à quel point ça peut jouer, parce que même là, et je suis curieux aussi de voir les chiffres qu'il y aura en termes de tourisme et tout ça, parce que c'est aujourd'hui des chiffres qui sont importants pour l'UFC, de voir combien de personnes de l'étranger viennent. Mais tu vois, l'UFC 300, tous les posts qu'ils font en mode, je crois que c'est quoi, c'est le MMA inégalé ou un show inégalé, et tu vois Pereira Hill en main event. Moi je suis désolé, hein, la carte elle est, oui, elle est très dense et tout, mais il te manque vraiment ce truc pour que tu te dises, c'est une carte d'exception, ça va péter tous les records. Et je trouve que ça fait trop, on essaye de forcer pour que les gens se disent, non mais elle est supérieure à la 200, c'est vraiment un truc de fou. Mais on a vraiment eu des trucs de malade. Et là, dernier point, Big Rusty, après c'est terminé. Dana White, il l'a dit en conférence de presse de l'UFC 299, et il a fait, ah ouais, intéressant. Ils nous ont fait le coup à l'UFC 209. Je ne veux pas revivre ça. Et en plus, Dana White là est au courant, c'est parce que là, il va y avoir l'UFC 305. Donc 305, c'est par rapport à la Floride, par rapport à Miami. Et donc justement, t'as le journaliste qui fait, donc là, il y a le 305 qui arrive, et il y en a qui fait, oh, ah ouais, ça peut être pas mal. Donc le 305, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, vous savez ce qui s'est passé. Dana White est au courant. Il a eu son petit rictus. Voilà, c'est facile de faire un truc trop stylé en Floride pour que ça explose tout et que tout le monde soit content. Et peut-être que ça coûte plus cher, parce que forcément les mecs qui viennent de Floride, ils vont demander un peu plus d'oseille, mais pour les fans, ce serait magnifique. Dana White, s'il te plaît, on sait que tu nous regardes tous les jours. Voilà, c'est le moment de nous régaler. Mais parce que le 305, à part Jorge Masvidal, du coup, il y a qui de connu qui vient du... Parce que c'est pas aussi emblématique que les frères Diaz et le 209. C'est moins emblématique que les frères Diaz, mais je pense que tu vois, tu peux faire un truc un peu comme ce qui s'était passé là, tu sais, où ils ont mis Dustin Poirier à l'UFC 299, tu vois. En gros, tu peux mettre Dustin Poirier, tu peux mettre donc Masvidal. Après Masvidal, ça peut être un peu compliqué. Des mecs de l'Etiti, t'en as pas mal. Bonical. Oh. Big allez, t'inquiète pas. Bref, ciao, my sweet pea, my sweet protein, moins 30% minimum sur tout my sweet pea. Avec le code la sueur Big Rusty et Brodouille, et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Révolution dans les... Formidable. Révolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, boissons de réhydratation, boissons énergisantes. Première commande, code la sueur 5, vous avez moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Voilà Big Rusty à suivre. On espère que Conor McGregor reviendra cette année. Let's go. See ya. I'm fucking coming for you!